3 morts déjà en 2021. Cette semaine, la région parisienne a été frappée par le meurtre de 2 adolescents de 14 ans. Le phénomène persistant de rixe entre bandes de jeunes a ressurgi, un phénomène que vous connaissez bien l'une et l'autre. Yazid Karfi, bonsoir. Vous êtes consultant en prévention urbaine, directeur de l'association Médiation Nomade. Vous êtes un ancien braqueur, histoire que vous racontez dans Repris de justesse. Et puis Mme Assi, bonsoir à vous aussi. Jusqu'à l'année dernière, vous étiez maire adjointe à la jeunesse de la ville d'Étampes, dans l'Essonne, vice-présidente de l'agglomération du Sud-Essonne. Aujourd'hui, vous êtes éducatrice spécialisée en Seine-Saint-Denis. Bienvenue à vous deux. Il y a une première question qui se pose immédiatement. Il y a quelque chose de très choquant à imaginer, des jeunes, des adolescents qui se lynchent, qui se battent à mort. Est-ce que vous, ces 2 morts de cette semaine, vous ont surpris ? Surpris, oui, d'abord c'est un drame, on les vit mal. C'est des choses qui arrivent depuis très longtemps, les phénomènes de bande. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes ont beaucoup plus de haine que dans le passé, que de la violence. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas gérer aussi les conflits autrement que par la violence. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose qui se produit de plus en plus. Il y a des jeunes qui vont mal. C'est d'abord des jeunes en souffrance, des jeunes en difficulté. Et donc, forcément, quand on arrive dans ces situations, il suffit qu'on a un conflit avec une personne, que ça peut dégénérer, quoi. 3 morts depuis le début de l'année. Est-ce que pour vous, c'est une surprise ? Honnêtement, non. C'est triste à le dire, mais non, ce n'est pas une surprise. On ne cesse d'alerter sur ce que certains appellent les bombes à retardement. On est face à une jeunesse qui est de plus en plus violente. Je parlerai même d'effet miroir avec la société, qui finalement est de plus en plus violente. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'on paye de plein fouet les différentes défiances, les déficiences. On va revenir un peu sur tous ces points, essayer de voir un peu comment tout ça se construit. Il y a un constat, c'est qu'au moins 80% des bandes rivales sont concentrées en Île-de-France. L'Essonne est le département le plus touché par le phénomène. On regarde ce reportage de nos confrères de France 2. Ce père de famille nous a donné rendez-vous dans ce parc de Dourdan. Et juste là. Là où il y a 2 ans, son fils s'est fait violemment frapper par une quinzaine d'adolescents. C'est l'un de ses agresseurs qui filme et partage cette vidéo sur les réseaux sociaux. Pour les gamins, c'était un spectacle. De voir un enfant se faire lyncher. C'est un spectacle pour eux, ça les amuse. Il y a 2 mois, seconde agression de son fils par la même bande et seconde plainte. À ce jour, aucune arrestation selon lui. Moi, ce qui me dérange dans tout ça, c'est la lenteur de la procédure, de la justice. Et entre-temps, on a des petits voyous, des délinquants aujourd'hui qui sont en liberté. Les bandes violentes essaiment en Essonne, vaste département avec des cités, coincées entre pavillons et campagnes. La croissance démographique y est forte, plus 8% en 10 ans. Le nombre de policiers a lui augmenté de 3% sur les 4 dernières années. Insuffisant pour le président du conseil départemental. Il y a dans notre département de l'Essonne 2 fois moins de policiers, par exemple, que sur Paris et la Petite Couronne. Rien ne le justifie. Nous savons qu'au tribunal d'Évry, il y a des effectifs qui ne prennent pas en compte, par exemple, la présence de la prison de Fleury-Mérogis, qui est la plus grande d'Europe. Et si les bandes ne sont pas nouvelles, la violence est cette fois-ci montée d'un cran, même pour les habitants qui les ont toujours connues. Avant, c'était pas comme ça se bagarrait juste. Il y avait des petits coups de bâton des fois ou quoi, des extincteurs, mais bon, maintenant des coups de couteau, tout ça et tout. Franchement, je pense que c'est mieux que les familles s'éloignent d'ici, quoi. Des rixes entre bandes plus graves et plus nombreuses, la préfecture de l'Essonne en a recensé 91 en 2020, contre 56 l'année précédente. Mais si, pourquoi ces bandes sont concentrées dans l'Île-de-France et dans l'Essonne en particulier ? Alors pourquoi ils sont concentrés, je ne pourrais pas vous répondre. Après, je rejoins le président du département. Il y a un constat qui est plutôt clair, celui qui consiste à dire qu'on a quand même 2 fois moins de policiers qu'ailleurs. On est également sous-denté au niveau de la santé, au niveau de l'éducation. Et au-delà de ça, il y a des chiffres dont on ne parle pas assez. C'est la modification aussi du statut parental aujourd'hui. On parle en France de 30% de familles monoparentales, dont 50 voire 60% se situent dans les quartiers politiques de la ville. Ce n'est pas anodin. L'Île-de-France, pour vous, ça fait sens ou pourquoi 80% ? Parce que c'est en même temps l'endroit où il y a le plus de cités, de quartiers populaires, de quartiers ghettos pour certains endroits, où on a mis toutes les personnes en difficulté dans les mêmes quartiers, forcément, il se produit d'autres difficultés, quoi. Alors, on va essayer de définir le profil type de ces jeunes. Qui sont ces bandes ? Qui sont ces jeunes ? D'abord des jeunes en difficulté, des jeunes en souffrance, des jeunes parfois issus de familles monoparentales,
des pauvres, des jeunes stigmatisés. Le fait d'être en bande, c'est une protection pour eux, c'est une sécurité. Quand on vit dans un monde où il y a beaucoup d'insécurité, le fait d'être en bande, on est protégé par la bande, mais en même temps, on est valorisé par la bande. Donc, ils se reconnaissent à travers la bande. Ces rivalités sont faites de quoi pour qu'on en arrive à des lynchages ? Alors déjà, sur la question juste précédente, je souhaite un peu nuancer parce que ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le lieu où a eu lieu le décès de la jeune Lilibelle n'est pas un quartier politique de la ville. Donc on est quand même en train là de parler d'une situation qui concerne des adolescents de tous bords, parce que là on est aussi en train de parler de territoires plutôt ruraux. Et donc je pense que justement, il ne faut pas que nous fassions l'erreur aujourd'hui de penser qu'il s'agit d'un problème dit en lien avec le statut social ou autre. Non, je pense que là on parle d'un fait d'adolescent. La question de l'adolescence, c'est une période charnière, une période où on sait que les jeunes, de manière générale, sont en période de test, ils sont en période de revendication. Et là, je pense qu'on est en train de cumuler effectivement différentes déficiences qui font qu'on se retrouve dans ce genre de situation. Mais d'où vient cette violence ? Vous parliez tout à l'heure d'un effet miroir peut-être avec la société, mais d'où vient cette violence ? On ne parle plus de bagarres à coups de poing ou à coups de bâton, on parle d'une violence beaucoup plus forte. D'où ça vient ? Il y a un mal-être, déjà. Ces jeunes sont dans un mal-être en même temps. Ces jeunes ne vont pas bien. Ces jeunes se sentent souvent stigmatisés en même temps. La violence s'est souvent transformée en haine. Pour certains, ils ont de la haine quand ils agissent comme ça. Et le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à se contrôler, quoi. C'est pour ça qu'il va falloir qu'ils apprennent à gérer leurs conflits en même temps. Vous voulez réagir ? Moi, je pense qu'il y a plusieurs niveaux. La question du mal-être, je vous rejoins, d'où l'intérêt pour nous d'avoir créé le dispositif Un Psy dans la cité. La question du soin psychique doit se poser, surtout quand on sait qu'aujourd'hui, majoritairement, les jeunes sont sous substance, que ce soit le cannabis, le gaz hilarant, la codéine. Ça devient aujourd'hui des drogues dites les drogues d'ados qui consomment. Donc déjà, quand on a affaire à des jeunes qui ne sont pas dans leur état naturel, c'est pas simple. Donc l'approche et la problématique n'est plus la même. Ensuite, comme je vous disais, il y a aussi les situations qui ont changé. Aujourd'hui, on est sur des territoires où c'est des familles monoparentales. Et je pense je vous écoute les deux. Et ce que vous décrivez, c'est des adolescents un peu livrés à eux-mêmes, que ce soit par les parents ou par l'État. Est-ce que c'est un bon constat ? Oui, c'est ça. Constat ? Il y a une trentaine d'années, quand les jeunes se comportaient mal, les adultes intervenaient. Aujourd'hui, il y a vraiment une fracture entre le monde des jeunes et le monde des adultes. Donc c'est pour ça que c'est une responsabilité collective de tout le monde. D'abord des parents, mais aussi des voisins, des éducateurs, des animateurs, de la mairie. En même temps, le maire est quand même l'animateur de la prévention de la délinquance dans sa ville, quoi. Un quartier et une société qui fait sens, en fait. Absolument. Mais quel rôle doivent jouer les parents ? Ils sont en première ligne, quand même. Les parents, mais il n'y a pas une fois de plus que les parents. Alors moi, sur la question des parents, c'est vrai que j'ai un regard de terrain, finalement, parce qu'on a cessé justement d'accabler les familles en nous disant que les familles ne prenaient pas assez leurs responsabilités, qu'il fallait qu'ils éduquent leurs enfants, qu'aujourd'hui, cette société, si on en est là, c'est parce qu'ils sont des missionnaires. Moi, je connais aussi des familles qui sont démunies. Pourquoi je vous parle de la situation des familles monoparentales ? Que fait une mère de famille quand elle doit élever seule ses deux adolescents de 15 à 17 ans, qu'elle travaille 10 heures, voire 12 heures par jour? Cette famille-là, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, elle est démissionnaire. Non, elle est démunie. Il y a un livre, d'ailleurs, de Nathalie Bourrus qui parle de maman solo, rédacteur sur France Info, que j'invite d'ailleurs à lire, parce que c'est vrai qu'elle nous explique justement les difficultés qui sont liées à ça. Donc, bien sûr qu'aujourd'hui, on a des problématiques et qu'aujourd'hui, les parents, il faut les accompagner. Mais pour être efficace, il ne faut pas être contre les parents, mais avec les parents. Moi, je pars du principe où, effectivement, il faut resituer le rôle de tout à chacun, et c'est ensemble qu'on va réussir à faire société. Et le rôle des associations ? Elles font ce qu'elles peuvent avec les moyens qu'ils ont, avec le personnel qu'ils ont. Elles le font. Elles sont aussi parfois en difficulté, à condition qu'elles soient aussi reconnues au niveau de la ville par rapport à ce qu'ils font en même temps. Donc il y en a qui font, il y en a qui ils font avec leurs moyens, puis avec leurs petits pouvoirs qu'ils ont, quoi. Vous vous sentez soutenu par les pouvoirs publics, aidés ? Non, mais moi, mon association, oui, on est bien soutenu par l'État parce que des gens qui vont la nuit dans les quartiers, il n'y en a pas beaucoup en France. Donc nous, on est bien soutenus, on fait du bon travail et puis on remercie l'État pour ce qu'il nous apporte. Mais après, il faut qu'il y ait aussi d'autres personnes qui puissent aussi intervenir. Peut-être aussi que les acteurs puissent aussi faire bouger un petit peu leurs heures de travail. Si on arrête à 18h alors que les problèmes arrivent parfois le soir, peut-être qu'il faut aussi travailler autrement, quoi. C'est à nous de nous adapter au public. Comment on va aller chercher ces jeunes, en fait ? Comment on fait pour leur parler ? Vous avez un passé de délinquants. Est-ce que ça vous donne une légitimité ? Est-ce que oui, parce que vous êtes mieux entendu par les jeunes ?
Parce que je connais d'abord les quartiers, j'ai toujours vécu dans les quartiers, parce que j'ai un passé. Le problème, c'est qu'ils valorisent mon passé, alors qu'il faut le dévaloriser. Mon boulot, c'est de dévaloriser la délinquance. Quand on choisit la délinquance, on finit entre quatre murs, ou alors on finit au cimetière en même temps. Donc, et on fait pleurer ses parents en même temps. Donc j'essaie plutôt de valoriser la vie honnête. La réussite, ça se passe par le travail, par l'école, par écouter ses parents, puis écouter les adultes autour de soi. Mamassi ? Moi, je pense qu'il faut aujourd'hui réinterroger les pratiques. Si on parle alors les associations, alors moi je prône justement le travail des associations sur le terrain parce que je pense qu'elles font un travail remarquable et qu'aujourd'hui sans les associations la situation serait sûrement plus catastrophique que ce qu'elle est. Mais au-delà des associations, on a aussi aujourd'hui des associations qui sont soutenues directement par les pouvoirs publics. Je pense notamment à la prévention spécialisée qu'on met souvent en avant et dont j'ai travaillé en prévention spécialisée pendant une dizaine d'années. Mais le problème qu'on a aujourd'hui avec la prévention spécialisée, c'est même si l'outil est intéressant parce qu'il consiste, c'est des éducateurs de rue. Donc, ils vont au contact direct des jeunes hors les murs. Cependant, la difficulté qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est le fait de se cacher derrière la libre adhésion ou l'anonymat du jeune. Comment on réussit à travailler ensemble ? Là, on parle de mineurs quand même. Donc, c'est pas seulement une histoire de libre adhésion. Selon les chiffres de la police nationale, il y a eu en France l'an dernier une hausse de 24% des RICS. Elles ont augmenté à la fois en nombre, en intensité, en gravité. Dans 70% des cas, on parle de mineurs. Bien sûr, mais la prévention, elle doit intervenir quand ? Elle intervient là, justement. La prévention doit intervenir en amont. Une fois qu'il y a eu passage à l'acte, on n'est plus dans de la prévention. On doit être dans de la sanction concrète. Donc là, justement, c'est là où je pense qu'il y a aujourd'hui le bât blesse. C'est sur la question de la prévention où on n'est pas assez efficace. Je pense qu'au même titre que les BRS qui existent aux abords des lycées, ce que je trouve d'ailleurs efficace, il faudrait peut-être les dupliquer au sein des collèges. Alors, il y a la prévention et puis il y a la répression aussi. Le Parlement a adopté récemment la réforme de la justice pénale des mineurs. Est-ce qu'elle doit être plus sévère, et je vous demanderai une réponse rapide à l'un et à l'autre, est-ce qu'elle doit être plus sévère avec ces mineurs qui ont commis des meurtres ? Pour moi, il faut qu'elle reste dans le côté éducatif. Ce sont des jeunes qui sont en construction, donc il faut vraiment rester sur le côté éducatif à ce niveau-là. Et d'un mot pour finir ? Moi, si on reste sur le côté éducatif, j'aimerais que les alternatives à la prison arrivent de manière plus rapide, concrètement, et que la sanction soit effective. Et qu'on ne soit pas juste sur des mots, mais qu'à un moment donné, la sanction fait partie intégrante de l'éducation. Donc, si on veut être efficace, il faut apporter justement une réponse efficace et expliquer aux jeunes qu'il y a des limites à ne pas franchir. Et merci pour ces paroles qui viennent du terrain où vous êtes l'un et l'autre. Mamassi, Yazid Karfi, merci à vous deux d'être venus dans 64 minutes.